Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entre deux News. 3 sujets, 3 enjeux, une actualité qui interroge. D'abord, la grande mobilisation citoyenne prévue ce samedi à Yopougon par le mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Un appel à la participation, à la réflexion, à la construction collective. Ensuite, le retrait de la commission électorale indépendante de la CEI, et bien sûr du PDC-RDR, du PPACI, un acte politique fort aux conséquences encore floues. Enfin, la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, une décision lourde qui relance le débat sur l'inclusivité du processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour vous, chez vous, ce soir, chers téléspectateurs, l'honorable Tiemoko Antoine Assalé, député maire de Tiassalé, président du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Il est avec nous pour répondre, expliquer et éclairer. Bonsoir, président. Bonsoir. Ou on dira honorable. Et deux en même temps. Merci d'avoir honoré notre invitation. Alors, sur ce plateau ce soir, avec moi, 3 consultants. Michel Beta, journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Aouma Gaël Lakba, analyste sociopolitique, et Valentin Zawi, sociologue. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, la première question, honorable. Nous commençons par votre grande mobilisation samedi prochain. Votre rassemblement du 26 avril à Yopougon se veut citoyen, mais certains y voient déjà une rampe de lancement présidentiel déguisé. L'assumez-vous, honorable? Nous assumons l'activité que nous allons organiser le samedi. C'est ADCI qui organise. Donc, de ce point de vue, en toute responsabilité, nous assumons la paternité de cet événement. Au-delà, ce rassemblement citoyen s'inscrit dans la dynamique de la création de ce mouvement qui est né le 2 juin 2024 à Yamoussoukro. Vous vous souvenez que le 23 novembre, nous avons fait le lancement officiel du mouvement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la Paix à Yamoussoukro. Ça a été un immense succès. Et donc aujourd'hui, nous faisons la première activité dans la capitale économique. Et donc, il s'agit de présenter le mouvement dans la capitale, après la capitale politique, maintenant dans la capitale économique. C'est tout le sens de cette activité. Il ne faut pas y voir autre volonté. Bien, Gaël, quoi, question? Bonsoir, honorable. Bonsoir. Ma question va être sur le lieu choisi, c'est vrai, Abidjan, mais on sait que Yopougon, c'est une zone très stratégique politiquement parlant. Est-ce que, on dit souvent, il y a certains leaders politiques, même des anciens partis qui ont même donné leur nom à la commune. Et est-ce que ce n'est pas une manière d'aller titiller ces partis politiques-là sur leur terrain ou bien c'est seulement une action? Non, d'abord c'est la délégation communale de Yopougon qui en réalité pilote l'opération, pilote l'organisation. C'est cette délégation-là qui est dirigée par un jeune homme absolument courageux, Amos Bedji, qui a décidé que l'événement se tienne à Yopougon. Et donc le bureau national a donné son accord. Et donc c'est eux qui organisent tout ça. Il ne faut pas y voir une volonté d'aller titiller qui que ce soit sur Yopougon. C'est juste l'une des grandes communes de Côte d'Ivoire et c'est là que nous voulions faire notre sortie dans la capitale. Est-ce que ça ne fait pas en même temps un défi de mobilisation? Parce que quand on parle d'action à Yopougon, on s'attend au monde, à la foule. Est-ce que les gens vont pas... On a été prudent, on a été modeste. On aurait pu prendre la place Figayo, mais on a dit que c'est la première sortie du mouvement. Il faut aller en toute modestie et essayer d'abord de remporter la mobilisation sur la place CPI qui est aussi quand même une place assez grande. Et donc le samedi, on verra les Ivoiriens qui vont venir d'un peu partout, s'ils seront plus nombreux que ce qu'on a vu à Yamoussoukro. Objectif pas caché, objectif caché, tout le monde se pose des questions. C'est vrai, honorable, vous êtes présenté de tout temps comme le critique de la République. Aujourd'hui, est-ce que c'est le procès de la République qu'on va faire là-bas ou bien vous allez nous proposer quelque chose de structuré cette fois-ci? Oui, ça sera quelque chose de structuré. En fait, le message qu'on va envoyer à la Côte d'Ivoire à partir de samedi prochain, c'est de donner une idée aux Ivoiriens du contenu, du concept de société de confiance. C'est ça notre projet sociétal. ADCI veut construire une nouvelle société que nous avons baptisée la société de confiance. Quels sont les éléments matériels, les éléments qui composent cette société de confiance? Le samedi, nous allons les déployer pour que les Ivoiriens sachent ce qui arrive. Nous disons qu'une nouvelle Côte d'Ivoire arrive, une nouvelle Côte d'Ivoire est possible. Et quels sont ces éléments-là qui vont permettre de construire une nouvelle Côte d'Ivoire? Le samedi, les Ivoiriens le sauront. Vous ne pouvez pas donner quelques morceaux ici? On ne peut pas entendre quelques morceaux de ça? D'abord, nous voulons réinventer la façon dont la politique est faite en Côte d'Ivoire. Depuis 30 années, la politique a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres, à les diviser, à fragmenter les régions. Nous voulons montrer aux Ivoiriens qu'une nouvelle façon de faire est possible. Nous voulons amener les Ivoiriens à comprendre ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune, qui est la construction d'une nation.
C'est ce message-là que nous allons passer à Yopougon pour que les Ivoiriens comprennent que nous sommes à la fin d'un cycle politique qui a commencé depuis les années 90. Tout le monde est au courant, entre guillemets, que nous sommes à la fin. Et donc, à partir de 2025, quelle est la nouvelle dynamique que nous mettons en place pour projeter la Côte d'Ivoire dans une autre vision? C'est cela que nous allons construire avec ADCI et donc nous donnons les déclinaisons ce samedi à Yopougon. Valentin, vous avez une question? Oui, monsieur le président de ADCI, vous êtes engagé politiquement parce que député de la Nation, maire aussi, et ADCI est un mouvement politique. Pourquoi pas un parti politique? Parce que j'ai la faiblesse d'esprit de croire que vous savez bien la nuance entre un mouvement et un parti politique. Pourquoi ce choix-là? Ben écoutez, parce que nous avons l'ambition de nous projeter vers, plus tard, un parti politique. Mais nous avons décidé que le mouvement a vocation à rassembler plus, a vocation dans son fonctionnement à être plus large, à être plus élastique que les partis politiques qui ont une colonne vertébrale idéologique, qui sont un peu plus rigides, qui dans leur fonctionnement sont un peu dans une sorte de pyramide avec un chef qui est au-dessus, qui commande toute la machine. Nous avons voulu créer un mouvement citoyen qui puisse accueillir tous les Ivoiriens qui sont déçus d'une certaine façon de faire la politique et qui veulent se retrouver dans une autre maison pour faire la politique pour les Ivoiriens, mais dans l'ensemble de l'Union des Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé de projet sociétal et j'ai bien apprécié pour le sociologue que je suis, parce que sociétal prend en compte la société, mais aussi l'aspect moral de la vie en communauté. Qu'est-ce que vous comptez proposer aux Ivoiriens qu'on n'a pas vu jusque-là? Écoutez, nous allons opposer à la Côte d'Ivoire actuelle, qui est la Côte d'Ivoire de la médiocrité, qui est la Côte d'Ivoire de la corruption. C'est pas fort. Ah non, c'est pas fort. Il y a une Côte d'Ivoire de la médiocrité qu'il faut dénoncer. Le chef de l'État actuel, le président Ouattara, en 2015 ou 2016, avait lancé le concept de l'Ivoirien nouveau. Malheureusement, on n'a trouvé aucun professeur, aucun promoteur de ce concept-là pour qu'on sache quel était son contenu. Pourtant, c'est un concept absolument fort parce qu'il faut une nouvelle Côte d'Ivoire, il faut un nouveau type de citoyen. Et donc, ADCI vient pour implémenter cette nouvelle dynamique-là. Donc, nous allons opposer à cette Côte d'Ivoire de la médiocrité parce que nous sommes tous là, nous sommes conscients que les crises qu'on a connues depuis 1990 jusqu'en 2000, de 2002 avec la rébellion jusqu'en 2010 avec la grande déflagration, que d'un point de vue moral, notre pays s'est effondré. Et que dans toutes les strates de la société, à tous les niveaux, la morale s'est effondrée. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont, j'allais dire, réussi de façon presque miraculeuse, qui ont pignon sur rue. Il y a des modèles qu'on nous présente qui sont des faux modèles. Il faut reprendre tout ça en main. Et donc ADCI arrive avec ce concept-là de société nouvelle qui prend en compte le nouveau modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants. Mais en même temps, dans cette société-là, quel est l'individu que nous construisons pour porter la dynamique du développement? Voilà un peu le contenu de cela. Donc la société de médiocrité que nous voulons détruire pour faire naître une nouvelle société qui est la société de l'éthique, la société de dirigeants qui sont crédibles, qui ont une parole et qui valorisent le citoyen que nous sommes. Voilà un peu le sens de... Merci, honorable. Nous allons prendre une dernière question avant de passer à d'autres sujets. Oui, honorable, je suis un peu surpris, hein, disons, parce que quand vous parlez, on voit un égo politique démesuré, c'est-à-dire que quelqu'un, un Robert Desbois qui veut vraiment changer la société totalement. Mais je me dis, en dehors de l'honorable, qui sont les cadres de votre mouvement? Bon, d'abord, il n'y a pas d'égo. D'abord, il y a une perception, il y a une construction idéale que nous avons qui nous permet de dire que nous avons une société qui s'est effondrée moralement depuis pratiquement 20 ans. Tous les Ivoiriens qui ont une capacité objective d'analyser savent que notre société, d'un point de vue moral, s'est effondrée. D'ailleurs, il faut comprendre que quand on sort d'une crise comme ce qu'on a vécu en 2010-2011, la chose la plus facile à faire, c'est de reconstruire physiquement le pays. On a détruit des choses, il y a des infrastructures à reconstruire. Ça, on trouvera toujours les moyens financiers et matériels pour rebâtir. Mais la chose la plus difficile à faire, c'est de reconstruire moralement le pays. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une reprise en main à avoir. Dans ce pays, des Ivoiriens ont brûlé des Ivoiriens vivants. Vous avez été témoin de cela. Vous avez vu des Ivoiriens qui ont été massacrés dans leur pays sans comprendre pourquoi on les a tués. Des Ivoiriens ont osé s'en prendre à d'autres Ivoiriens. C'est ce qu'on appelle l'effondrement moral. Donc il y a une sorte de dynamique, il y a un réarmement moral à reconstruire et c'est ce message que nous devons porter à nos enfants, que nous devons porter aux Ivoiriens. À cette jeunesse-là qui s'abîme aujourd'hui dans la drogue, qui s'abîme dans des choses qui détruisent son futur, c'est ça que nous devons prendre en main. Donc il n'y a pas d'égo dedans. C'est notre concept. Nous disons à une société qui s'est effondrée moralement,
nous voulons opposer une nouvelle société qui va se rebâtir sur les valeurs qui fondent une république. Donc la citoyenneté. Et cette citoyenneté-là, c'est avec quel individu nous la construisons. Voilà le débat. Ce n'est pas une affaire d'ego démesuré. Bien. Ça n'a absolument rien à voir avec l'ego. Alors nous parlons maintenant de la commission électorale indépendante. Deux grands partis d'opposition ont annoncé leur retrait de cette commission, la CEI. On ne vous a pas entendu sur la question. Quelle lecture faites-vous du retrait du PDCI-RDA et du PPACI de la CEI? Écoutez, ce sont des partis politiques, ce sont de grands partis politiques qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont un parcours. Et donc, je considère que le jeu démocratique dans lequel nous sommes n'est pas absolument transparent de leur point de vue. Ils considèrent que la CEI ne rassure pas et qu'elle ne donne pas des gages de transparence. Et de votre point de vue? Moi, j'ai toujours été cohérent là-dessus. Vous savez, j'ai posé une réforme actuellement qui est au Parlement pour réformer la CEI. Moi, quand je parle, par derrière, il y a un acte qui suit. Donc, j'ai construit un projet à travers une proposition de loi pour réformer en profondeur la CEI. J'estime que cette CEI-là, des partis politiques, n'est pas une CEI indépendante. C'est une CEI qui est prise en otage depuis 2002 jusqu'à maintenant par les partis politiques. Et par conséquent, l'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que, peut-être après cette élection présidentielle de 2025-là, on s'asseye pour redéfinir quel est l'organe que nous voulons avoir pour construire une élection qui puisse rassurer tout le monde. Et donc, nous considérons que la CEI, dans ce fondement actuel, n'est pas une CEI qui est indépendante, c'est une CEI des partis politiques, une CEI d'organisations privées partisanes. Et de ce point de vue-là, elle ne peut pas fonctionner pour satisfaire tout le monde. Moi, je considère que la CEI centrale, qui est l'émanation de tous les partis politiques, est plus équilibrée que les CEI locales. Et quand je parle de CEI locale, c'est en tant que candidat, plusieurs fois candidat à l'élection locale, où j'ai vu le fonctionnement des CEI locales. Les CEI locales ne sont pas des appareils pour organiser une élection. Elles sont truffées d'acteurs zélés des partis politiques, notamment du parti qui contrôle 90% de ces CEI locales-là. Et c'est ceux-là qui forcent le jeu démocratique depuis la base. Au niveau de la CEI locale, CEI centrale, il y a une sorte de visibilité où les partis politiques peuvent regarder le processus. Mais au niveau local, il n'y a qu'un seul mouvement politique qui contrôle le système. Et de ce point de vue-là, il y a le jeu est faussé. Honorable, nous sommes tous au fait de l'actualité. Et hier même sur ce plateau, nous avons presque parlé de crise préélectorale. Et nous sommes en train de parler de la CEI. Est-ce que vous pensez actuellement que l'État peut organiser, au moment où nous sommes, peut organiser des élections crédibles avec le retrait de... Bien vrai que ces deux partis-là se soient retirés, est-ce qu'on peut dire que les élections qui vont venir soient des élections crédibles? D'abord, la problématique en Côte d'Ivoire, c'est que les acteurs politiques ivoiriens, ils se connaissent. Depuis 30 années, ce sont les mêmes acteurs qui ont occupé des positions différentes. Un groupe s'est mis avec un autre groupe pour combattre celui qui était là. Une fois que celui-là est tombé, le même groupe s'est reconstitué pour combattre celui qui est monté. Donc ils se connaissent. Ils se sont trahis mutuellement. Ils se sont mentis mutuellement. Ils ont constitué des alliances opportunistes mutuellement. De sorte que la crise de confiance qui est entre ces acteurs-là est telle qu'en aucune façon, ils ne peuvent avoir confiance dans le processus organisé par un de leurs pairs qui est au pouvoir. Donc déjà, la base est compromise. Quelle que soit la CEI qu'on va mettre en place aujourd'hui, elle posera un problème tant que ce sont les mêmes acteurs qui animent le jeu politique. Et donc nous considérons que déjà la problématique est posée. Nous sommes en plein dans la crise préélectorale. Le PDCI est sorti de la CEI, c'est une crise. Le PPACI est sorti de la CEI, c'est une crise. Afinguessan aussi annonce d'autres mesures qui vont arriver, c'est une crise. Le parti au pouvoir, à travers ses organes, dit que la CEI peut fonctionner sans ces partis-là. À quoi s'attendre dans notre cas? Mais dès l'instant où ils disent que la CEI peut fonctionner sans ces partis, ça veut dire qu'ils sont dans une logique d'aller coûte que coûte aux élections, même si des grands partis ne sont pas dans le processus. Et ça, c'est de nature à nous conduire dans la répétition de ce que nous avons fait depuis 30 ans et qui ne va pas nous manquer. On va dans le mur. Michel Betta. Oui, mais il faudra corriger avant d'y arriver, avant d'arriver aux élections. Est-ce que vous proposez une alternative? On est déjà à 6 mois d'élection. Non, mais je pense que même à 1 mois, on peut toujours corriger. Est-ce que vous proposez... Il y a des normes communautaires. Oui. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, on ne peut pas toucher aux organes qui organisent les élections à 6 mois. Même si on va visiblement à une crise, on peut pas y arriver, on doit aller à la crise forcément. Moi, je dis,
aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que vous proposez une alternative à la sortie de ces deux grands partis? Non, mais il n'y a pas d'autre alternative que d'aller au dialogue. Voilà. Je pense que l'appel que le PDCI et le PPACI font, c'est d'appeler le gouvernement au dialogue. Il n'y a que par le dialogue qu'on peut régler ces questions-là. Si chacun considère qu'il a la force avec lui et que par conséquent les autres n'ont pas de force et on ne peut pas les écouter, eh bien, vous savez bien que nul n'est suffisamment fort pour être toujours le maître. Voilà. Valentin Zawi. Une question? Oui. Alors, tout à l'heure, l'honorable parlait de compromission, d'alliances et de mésalliances par rapport à nos partis politiques. C'est peut-être un fait qui peut expliquer l'état de la démocratie chez nous. Mais quand on remonte aussi en 90, avec l'avènement, enfin la réinstauration du multipartisme, et que les partis, pour ce qui touche à la formation citoyenne, n'ont pas fait grand-chose, quand on observe aussi la plupart de nos partis sont sur des bases tribales, parce que c'est un fait, est-ce que ces deux éléments ne sont pas aussi de nature à conduire à ce que nous vivons aujourd'hui? Finalement, comme dit Dr Kwao, Geoffroy Kwao, que nous sommes une démocratie sans démocrate. Mais justement, tout à l'heure, quand je parlais de poser une société de confiance à une société de médiocrité, quand je parle de médiocrité, ce n'est pas le système de gouvernance en tant que tel qui est concerné par la chose. C'est les citoyens qu'on a bâtis avec une façon de faire la politique. Okay. Vous savez, je n'ai pas la date exacte en tête, mais dans les années 90, Oufou Boigny, au cours d'un échange avec les journalistes, quand on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il refusait de faire revenir la tenance ou bien le multipartisme, Oufou avait dit qu'il n'avait pas d'opposition par rapport à ça. Mais sa crainte, c'est de voir éclore, c'est de voir naître des micro-partis qui prennent leur essence dans des bases tribales. Pratiquement 40 ans plus tard, Oufou a eu raison. Nos partis politiques qui ont pignon sur eux depuis 40 ans ont été fondés pratiquement sur les régions, ont été fondés sur l'ethnie. Et à partir du moment où les partis politiques sont construits sur les ethnies, vous n'avez plus de démocratie. Vous avez une sorte de fragmentation du peuple qui se lie non pas à la construction d'une idée pour le pays, mais qui se lie à des individus. Quand on prend le problème de la CEI, quelqu'un du PPACI a un raisonnement par rapport à Laurent Gbagbo. Quand on prenait quelqu'un du PDCI, il a un raisonnement par rapport au candidat du PDCI qui est M. Thiam, bien par rapport à l'ancien président Bédier. Quand on prenait le RADP, leur raisonnement est lié au président Ouattara. Vous ne verrez pas de consensus sur le fait qu'il y a un problème national qui est posé et que nous devons avoir une réflexion globale par rapport à la sortie de crise. Chacun va réfléchir en fonction de son leader et dans ce cadre-là, on n'est plus en démocratie. On est dans une sorte de segmentation tribale et le débat est faussé à partir de ce schéma. Honorable, soit, mais j'ai quand même une réserve quand vous dites que le président Oufou-Boigny avait raison, parce que la démocratie, elle se construit aussi sur la durée. Oui. Est-ce que si au départ, en 1960, on avait commencé à être dans une logique multipartisan, est-ce que ça n'aurait pas aussi permis aux populations d'apprendre, de s'entraîner pour qu'aujourd'hui on vive autre chose? Moi, je m'en tiens au factuel. Oui, Oufou a dit, si on a commencé par mais c'est un point de vue qui est discutable. Mais c'est discutable, mais voilà. On a commencé par le multipartisme. Voilà. En 1960, on a commencé par le multipartisme. Et puis après, ça arrive combien de temps après? Donc ça n'a pas prospéré longtemps. Donc voilà. Factuellement, ce que Oufou a dit se vérifie. Nos partis prennent leur base dans la tribu, dans les ethnies. Et c'est cette façon de faire là que nous voulons relancer, que nous voulons redéfinir, pour que les partis politiques aient une base plus large. Mais pardon, très rapidement, honorable, quand on prend un pays comme le Sénégal, on est tous heureux parfois de les prendre en exemple, mais en 1960, ils n'étaient pas dans un système monopartisan. Ils ont commencé, il n'y avait pas 1000 partis, mais il y avait quand même plusieurs partis, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait que la vitalité de la démocratie sénégalaise la vitalité au Sénégal, c'est que les leaders au Sénégal ont contribué à l'avènement d'une société civile très forte. Ils ont construit des citoyens qui ne posent pas la tribu par rapport à l'intérêt de la société. C'est ça qui fait la différence entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ici, souvent, les gens m'opposent le fait que je veuille peut-être plus tard être candidat peut-être à une élection présidentielle. Les gens disent, en Côte d'Ivoire, les trois grands partis, tant que leurs leaders seront installés là, ou tant qu'ils fonctionneront ainsi, personne d'autre ne peut venir gagner une élection en dehors de ces schémas, de ces trois partis. C'est ce débat qu'on vous oppose. Mais au Sénégal, par exemple,
vous ne pouvez pas faire ce discours là-bas. Parce qu'ils ont la conscience que quand un président est en place, s'il ne fait pas la volonté populaire, eh bien, très souvent, aux élections qui arrivent, il est balayé. Mais en Côte d'Ivoire, nos partis politiques sont sûrs que leur électorat captif est là et que quels que soient les impairs qu'ils vont commettre, cet électorat captif-là sera derrière eux et par conséquent, ils ont, en partant de l'élection, déjà une base de 20 à 25% de personnes qui sont derrière eux. Bien, et ça, c'est le danger que nous vivons. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle ivoirienne et vous n'avez encore rien dit sur votre candidature. Oui, mais il n'y a rien qui presse. Vous êtes candidat honorable? D'abord, non, vous êtes candidat il y a rien honorable. Attendez. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Nous avons créé un mouvement qui a moins d'1 an. Nous sommes en train de le déployer sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans 26 régions sur les 31 régions. L'objectif à court terme, c'est qu'au mois de juin, à fin juin, on soit dans les 31 régions. Et en fonction de l'évolution du jeu démocratique sur le terrain, en fonction de la façon dont les actions vont être posées par les uns et les autres, nous allons apprécier l'atmosphère. Et à partir de là, on pourra prendre une décision claire. Est-ce que vous ne vous méfiez pas un peu de l'atmosphère actuellement? Vous préférez pas vous mettre un peu en retrait en attendant et puis après... L'atmosphère est déjà polluée. Oui. Est-ce que ce n'est pas de ça que vous avez un peu peur? Non, dans tous les cas de figure, il faut comprendre qu'il y a une forte demande de renouvellement dans la population ivoirienne. Il y a une vraie demande qu'il y ait... Vous savez, le président Ouattara, il y a 2 ans de cela, au cours d'une interview avec des confrères étrangers, internationaux, a dit qu'il souhaite qu'en 2025, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, il souhaite qu'en 2025, des Ivoiriens plus jeunes que lui et ses prédécesseurs soient candidats à l'élection présidentielle. Il a dit ça. Donc, le chef de l'État ivoirien souhaite qu'il y ait une nouvelle dynamique politique. Et vous-même, votre souhait? Eh bien, cette dynamique-là, nous sommes dedans. ADCI fait partie de cette nouvelle dynamique politique qui arrive et qui est crédible. Et donc, nous allons apprécier, d'abord, déjà le samedi prochain, dans 48 heures, nous passerons un message. Et les Ivoiriens pourront décoder si nous irons ou pas. Et selon certaines indiscrétions, vous vous préparez plutôt pour 2030 et non 2025. Est-ce que vous confirmez cette Écoutez, nous, notre slogan, c'est celui de Nelson Mandela. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et donc, on n'a pas à dire autre chose que ça. Bien, nous allons maintenant parler, bien sûr, de la radiation de Tidiane Thiam sur la liste électorale ivoirienne. La juge a estimé que Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française. Que vous inspire cette décision de justice? Ben, écoutez, il faut la regretter. Elle donne l'impression que la Côte d'Ivoire est dans un cercle vicieux et que nous tournons en rond. Parce qu'à chaque cycle de 5 ans ou 10 ans, les faits qu'on a vécus reviennent. Vous savez, il y a un film que j'ai vu dans lequel l'individu se lève chaque jour et revit chaque fois les mêmes faits de la veille. C'est dans ce film-là que nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme si nous étions factuellement maudits et que les choses qui ont provoqué à des moments précis la déflagration, que nous avons juré de ne plus recommencer, nous rattrapent chaque fois que les enjeux reviennent. Donc, cette irradiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale est regrettable. Après, c'est déjà fait. Maintenant, est-ce qu'il y a une porte de sortie pour M. Thiam? Il a dit qu'il n'abandonnerait pas et qu'il utiliserait de toutes les voies légales pour se faire rétablir dans ses droits. Malheureusement, la décision au niveau du tribunal d'Abidjan est sans recours. C'est ça. Et donc, on verra bien comment ils vont procéder pour le faire. Mais politiquement, ça alourdit encore une atmosphère qui était déjà alourdie. Et vous voyez une décision infondée? Non. Je n'ai pas encore lu la décision. Je crois qu'elle a été publiée il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez évocateur hein, que notre justice soit dans une telle célérité. Une décision rendue le mardi, et aujourd'hui, j'ai dit déjà, elle est disponible. Ça, il faut saluer. Si ça pouvait continuer dans d'autres procédures, le peuple du Côte d'Ivoire serait le plus heureux. Et donc, la décision a été rendue. C'est ce que moi je dis. C'est que j'ai l'impression d'avoir vécu le même cas que ce que M. Thiam vient de vivre. Et je m'interroge à haute voix. Il y a 2 ans, je poursuivais à Tiasalé des individus qui s'étaient inscrits frauduleusement sur la liste électorale de Tiasalé, avec des certificats de nationalité qu'ils avaient acquis en produisant de faux documents. C'est factuel, il y a les preuves. Et donc j'ai fait un recours devant la CEI pour les faire radier de la liste électorale. La CEI Tiasalé n'a pas traité ma requête et a rejeté. Donc j'ai saisi le juge du tribunal de Tiasalé, le juge du contentieux. Et j'ai demandé la radiation de ces individus-là, parce que le certificat de nationalité avec lequel ils se sont inscrits
était frauduleux. Le juge m'a répondu ceci, qu'il est le juge du contentieux. Il n'est pas le juge de la contestation de la nationalité. Et que s'il est radis sur la base de ce que je demande que leur certificat de nationalité soit annulé, ça veut dire qu'il conteste la nationalité et donc il est incompétent. Et par conséquent, il est maintient sur la liste le temps qu'il fasse une autre procédure devant le juge de droit commun pour faire annuler le certificat. Nous sommes dans cette procédure jusqu'à ce jour. J'ai l'impression que c'est le même cas dans lequel se trouve M. Thiam. Bon, là, ils ont tranché. Ça veut dire que le juge a considéré que M. Thiam, au moment où il s'inscrivait, n'était pas ivoirien. Or, la CEI, quelques jours plus tôt, a dit que M. Thiam s'était inscrit avec les pièces demandées par la loi et qu'elle n'avait pas vocation à se prononcer sur ces pièces-là. Bon. Et donc, moi je m'interroge si le juge était compétent à agir ainsi, mais la décision a été rendue. Il appartient au PDCI et à son leader de voir les voies qui leur sont ouvertes pour essayer de se faire établir dans leurs droits. Mais pardon, mais dans la procédure par rapport au contentieux de la CEI, après la CEI, il y a bien le juge qui doit se prononcer. Il y a 5 jours pour se prononcer, donc je pense que c'est dans ce cas-là que ça a été fait. Non, le juge, effectivement, a 5 jours pour se prononcer. Oui. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, à Thiès-Salé, le juge m'a dit, si je les radis sur la base de ce que vous dites qu'ils se sont inscrits frauduleusement et qu'ils ne sont pas ivoiriens, je suis en train de leur contester leur nationalité. Moi, en tant que juge, je n'ai pas compétence, en tant que juge du contentieux, je n'ai pas compétence pour les radier sur cette base-là. Saisis-moi dans une procédure et en ce moment-là, je pourrais me prononcer sur leur certificat de nationalité. Bien, on revient au cas Thiam avec Gaël Lacba. Voilà ce que j'ai dit là-dessus. Honorable, on sait bien que Thiam était sur la liste électorale avant que cette procédure ne soit enclenchée, avant qu'il soit radié. Est-ce que cela ne montre pas la faiblesse de notre système juridique et même électoral? Parce que Thiam est sur la liste, vous expliquez à un Ivoirien lambda qu'il est bien sur la liste, pour être sur la liste, il faut être Ivoirien, il était sur la liste, et puis aujourd'hui, on le radie de cette même liste. Est-ce que ça ne montre pas là les faiblesses de notre système juridique et puis comment on appelle, électoral aussi? Non, encore une fois, je ne connais pas le dossier dans le fond. C'est pour ça que j'ai pris le cas de Thiès-Salé que j'ai vécu personnellement. Donc, comme je ne connais pas le dossier dans le fond, je ne sais pas comment le juge s'est fondé, comment il s'est déterminé pour agir ainsi qu'il l'a fait. Mais je considère que c'est une procédure judiciaire. Malheureusement, c'est un contentieux. Et donc, il n'y a pas de recours. Autrement, je pense que les avocats de M. Thiam auraient eu d'autres arguments devant une autre juridiction pour contester cela. Est-ce que vous ne voyez pas derrière une manœuvre politique? Je n'ai pas les éléments pour apprécier que ce soit une manœuvre politique. Vous savez, je vais utiliser une citation de Montesquieu qui dit qu'il n'y a rien de plus vil que d'accomplir des actes judiciaires à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Bien. Et donc, je n'ai pas les éléments pour apprécier que c'est le parti au pouvoir ou bien le régime en place qui instrumentalise la justice. C'est ce qui alimente le débat depuis hier. Donc, oui, mais moi, je n'ai pas les éléments, donc je ne peux pas l'affirmer. Je m'en tiens à la décision que le juge a. C'est le point de vue de certains partis politiques, mais pas le vôtre. C'est cela. Voilà. Moi, j'ai pas les éléments. Michel Betta, vous avez une question, allez-y. On assiste là, vous voyez, le retrait sur la liste électorale de plusieurs candidats déclarés à la présidentielle, notamment Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, pour ne pas parler de Soro Guillaume. Est-ce que vous pensez qu'un tel scrutin va légitimer certainement le président qui sera élu au terme de ce processus électoral-là? Parce que presque tous ceux qui se sont déclarés ont été retirés. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que de réduire les choix d'un peuple dans la désignation de ses dirigeants. Il n'y a rien de plus dangereux. Vous savez, c'est factuel. Depuis 2010 jusqu'au dernier municipal en 2023 et régional, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne se sont plus déplacés pour aller voter. Ils sont 4 millions qui ne votent plus depuis 2010. Pour quelle raison? Chacun le sait. Merci honorable. Nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite de cette émission. Voilà, de retour de la pub, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous recevons l'honorable Saleh Timoko Antoine, député maire de Thiès-Salé, et président du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Nous parlions avant la pub de la radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Question pour vous, honorable, avec Valentin Zawi. Question honorable par rapport à ce dossier. On a entendu plusieurs partis politiques
y compris la coalition Cap. pour l'alternance pacifique, voilà, je vais y arriver, qui estime que cette action en justice est une instrumentalisation du parti au pouvoir pour disqualifier un adversaire de taille. D'autres partis aussi ont ce point de vue. Quel est le vôtre par rapport à ce dossier-là? Nous considérons que, en tout cas à ADCI, nous prenons garde, nous prenons soin à ne pas affirmer des choses que nous ne pouvons pas documenter, que nous ne pouvons pas prouver. Quand on parle d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, c'est une affirmation extrêmement forte. Il faut avoir des éléments pour le dire. Mais en même temps, on est dans un contexte politique où les partis politiques ont le droit d'apprécier, selon leur positionnement idéologique, ce qui se fait. Et donc, le PDCI, le PPACI ou la coalition en question peut dire que de leur point de vue, ils estiment que c'est une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Il y a en 2000, lorsque la Cour suprême avait retoqué les candidatures du président Ouattara et d'autres cadres du PDCI, les partis d'opposition avaient dit la même chose, que la justice avait été instrumentalisée par le général Guy Robert pour écarter de façon inique les candidats en question. Donc c'est un débat qui a cours chaque fois qu'on est dans le domaine politique, que des décisions judiciaires sont prises, forcément, elles sont enrobées dans un environnement politique et on peut faire des analyses par rapport à ça. Mais nous, en tant qu'ADCI, nous n'affirmons pas des choses que nous ne pouvons pas documenter. J'entends bien, Honora, mais quand on prend en compte l'histoire politique de notre pays, qui est que tous les 5 ans, à l'occasion de l'élection présidentielle, en dehors de 2015, où on a eu un petit répit, chaque fois, il y a toujours un ou plusieurs candidats qui sont exclus de la course. Est-ce que ça ne donne pas du grain à moudre? Oui, mais forcément. C'est pour ça que je dis que ce qui a provoqué la déflagration hier et que nous avons juré de ne plus recommencer, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, c'est Einstein qui dit que répéter toujours la même chose en espérant qu'on va avoir un résultat différent, c'est ce qu'on fait. Ça fait preuve de folie. Ça. Et donc, c'est dans ce même contexte-là que nous nous retrouvons. Attendez, M. Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale. Il est gracié, mais pour son sort, ce n'est pas la solution. Pour qu'il soit sur la liste électorale, il faut une amnistie. On a préféré prendre une grâce présidentielle qui ne résout pas son problème. M. Blé Goudé est radié de la liste électorale. Lui n'a même pas bénéficié de grâce présidentielle. Donc, il ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale. Ça fait 2 personnes. M. Soro Diom est dans le même cas, condamné et radié. Là également, M. Thiam est radié. Ça veut dire que d'un point de vue démographique, c'est pratiquement les partis qui étaient capables de challenger le RADP qui se retrouvent pratiquement hors de la course. Évidemment, on dit qu'ils peuvent trouver des plans B, des plans C, mais ils ne sont pas obligés de trouver des plans B. Pour le PDC, il n'y a pas de plan B ni de plan C. Voilà. Non, ils ne sont pas obligés en fait. C'est une question de parcours social, c'est une question de parcours politique, c'est une question de sociologie électorale. Ils peuvent dire, par rapport au contexte, notre candidat, c'est celui qu'on a radié. On n'a pas d'autres candidats alternatifs. Comme ils peuvent dire, nous ne commettrons pas l'erreur de 2020 en laissant le champ libre au RADP pour aller triompher sans combattre. Et par conséquent, présenter d'autres candidats. Moi, de mon point de vue, ils peuvent continuer à se battre en usant des moyens légaux pour amener le pouvoir peut-être à la table de discussion pour qu'au terme, on arrive à avoir une solution politique pour décrisper l'atmosphère. Mais si, à quelques mois du dépôt des candidatures, il n'y a aucune solution et manifestement, ils sont en face d'un mur, ils doivent pouvoir envisager d'autres solutions pour pouvoir aller aux élections. Pour moi, on ne doit pas laisser 2025 un seul parti politique aller à cette élection. Bien, honorable, suite à la radiation du président Thiam, vous êtes à l'hémicycle, on a pu constater que les députés PDCI et PPACI se sont retirés. Est-ce qu'on peut savoir les conséquences de ce retrait-là? Et puis, on a vu aussi le PDCI annoncer une marche pour aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Bon, écoutez, moi je suis au Parlement. Hier, j'étais à l'Assemblée. Quand il y a eu l'incident, les députés du groupe parlementaire PDCI sont arrivés, ont participé à l'appel nominal et à la fin de l'appel nominal, ont annoncé leur volonté de sortir de la salle pour protester contre la décision rendue la veille qui exclut leur leader, qui exclut leur candidat de la course à la présidentielle. C'est un acte politique,
c'est normal, c'est le jeu démocratique normal, et donc ils sont partis. Mais vous savez bien que le Parlement fonctionne sur le principe de la majorité, et le RADP a une majorité quasi écrasante au Parlement là-bas. Et donc il y a eu une suspension, et d'ailleurs le président Big Togo a préféré faire une concertation à laquelle j'ai participé avant qu'on revienne en plénière pour voter les lois qui étaient là. Donc la séance a continué et les 6 projets de loi qui étaient en examen ont été adoptés. Bien, Michel Betta, puis Marcelin Zawi. Honorable, vous avez cité un peu tous ceux, moi-même je l'ai fait, tous ceux qui ont été retirés de la liste électorale. Pour certains, on observe qu'ils ont été déchus avant d'être retirés de la liste électorale de leurs droits civiques. Ce n'est pas le cas presque pour Tidiane Thiam. Vous êtes juriste également. Comment vous appréciez ça? Parce qu'il n'a pas été déchu de ses droits civiques et il est retiré de la liste. Non, ce sont des cas différents. Monsieur, la déchéance infligée à M. Gbagbo est constitutive à une condamnation. Donc, procès et condamnation, le juge a prononcé la déchéance. Je n'ai pas vu la décision, mais il semble-t-il qu'il aurait prononcé la déchéance et c'est à partir de cela que la CEI l'a radie. M. Blé Goudé également, condamné, le juge a prononcé la déchéance des droits civils et politiques. Et c'est sur cette base qu'il a été retiré. M. Soro Diop également, condamné, déchéance des droits civils et politiques, par conséquent, retrait. M. Thiam n'est pas condamné pour une infraction pénale. Il est poursuivi au motif qu'il s'est inscrit sur la liste électorale au moment où il n'était plus ivoirien. Défaut de nationalité. Voilà. Et donc, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Donc, on dénie à M. Thiam sa nationalité au motif qu'il avait pris une autre nationalité qui avait conséquence de retirer la nationalité ivoirienne. Et par conséquent, au moment où il s'inscrivait, il était français. Or, les Français ne peuvent pas s'inscrire sur la liste. Donc, il fallait qu'il soit déchu de ce droit de s'inscrire là pour qu'on puisse le retirer. Mais là, je vous ai pris un exemple. Oui. J'ai dit que la CEI qui a été saisie pour retirer M. Thiam de la liste électorale, la CEI a dit que M. Thiam s'est inscrit avec les documents demandés par la loi. Et donc, elle a rejeté la requête de ces individus-là, qui sont allés se pourvoir devant le juge du contentieux. Et le juge du contentieux a donné droit à leur requête. Moi, j'ai fait la même requête devant le juge à Diassalé. Il m'a dit, on est en matière de contestation de nationalité. Moi, juge du contentieux, je ne suis pas compétent. Je te demande d'aller te pouvoir devant un autre tribunal. Dans mon esprit, c'est ce qui aurait dû se passer avant-hier au tribunal d'Abidjan. Manifestement, le juge s'est déterminé autrement. Je n'ai pas la décision, donc je peux aller au-delà du commentaire. Valentin Zawi. Oui, honorable président, parce que là je m'adresse au président de l'ADC, que vous êtes sans spolier ce que vous envisagez pour les Ivoiriens. La démocratie chez nous, depuis 35 ans qu'on est censé dans un système démocratique, on voit très bien qu'on a quelques difficultés. La Côte d'Ivoire est un géant économique, mais un nain démocratique, et ce n'est pas fort de le dire. Alexis Tocqueville, que vous connaissez bien, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie, dit que la promotion de la démocratie, elle est plus le fait des populations, des citoyens, que le régime politique. Alors, sous cet angle-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement donner une vitalité à notre démocratie Mais c'est ce que, en début d'émission, je vous ai parlé d'une société de confiance en opposition à une société de médiocrité. Une société ne vaut que par la qualité des citoyens qui l'animent. Et les citoyens, c'est la société qui les construit, en définissant le modèle dans lequel on veut ce type de citoyen-là. Il appartient au leadership, au sommet de l'État, de définir le modèle en question. Depuis 30 années, est-ce que nos dirigeants successifs ont conçu un type de citoyen capable de porter les valeurs de la démocratie? Quand on va faire les élections municipales ou bien régionales, il y a des candidats, il y a des membres du gouvernement qui vont dans les villages pour dire aux populations, si vous ne votez pas le candidat qu'on vous présente ici, vous n'aurez plus de château d'eau, vous n'aurez pas d'école, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez pas de... qui arrêtent les routes carrément après leur défaite. Ben voilà. Donc c'est un peuple qui n'est pas suffisamment éduqué, qui n'est pas au courant des enjeux démocratiques, qu'on peut tenir un tel discours. Parce que la route qu'on fait là, le château qu'on fait, c'est l'argent de ce peuple-là qui sert à faire ce travail. Donc si le peuple est éduqué, forcément, lui-même peut contrôler ses dirigeants. Mais on n'a pas construit un système qui permet au peuple d'avoir un contrôle citoyen de l'action publique. C'est ça. En plus, le système éducatif, qui est en fait le cœur de la construction des citoyens. Quel est le système dont nous sommes dotés? Aujourd'hui, nos enfants arrivent en 6e, à 60%, ils ne savent pas lire et écrire. C'est un rapport officiel du PASTEC qui le dit.
Donc, quelle société nous voulons bâtir avec des enfants qui arrivent en 6e, qui ne savent pas lire et écrire? Et donc, on n'a pas encore défini l'Ivoirien que nous voulons pour construire la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un géant économique. On peut être 2 fois plus grand que cela, avec des citoyens qui sont formés et qui composent une sorte de ressources humaines de qualité pour apprécier les choses. Dans ce pays-là, des gens détournent l'argent et puis il y a une partie du peuple qui les acclame. Parce qu'ils arrivent, ils peuvent dépenser des millions dans le village. Et donc c'est ce modèle-là qu'on acclame. Il y a une société où la base de la réussite est de faire de la politique, où les plus riches sont des fonctionnaires, où les plus riches sont des acteurs politiques. Comment vous voulez que la population s'inscrive dans l'excellence? Voilà la question de fond. Donc nous n'avons pas conçu le type de citoyens qu'il nous faut pour accompagner notre démocratie. C'est les hommes qui font la démocratie. Bien. Si vous n'avez pas de citoyens, il n'y a pas de... Une dernière question sur ce point avec Michel Betta pour terminer avant de passer. Bon, moi, ce que je pourrais dire, je pense que l'honorable a développé un point qui est essentiel, c'est-à-dire celui de construire un citoyen nouveau, un citoyen capable d'apprécier ce qui est de meilleur pour l'évolution de la nation. Mais comment il compte le construire avec ces citoyens qui disent aujourd'hui, ils sont, comment il dit, médiocres? Comment ils comptent construire ces citoyens-là? Oui, nous, on a expérimenté cela à Tiasalé. Je vous ai dit que, et je le dis chaque jour, en 2016, quand je me suis présenté aux législatives, j'ai perdu l'élection avec une différence de 16 voix. Le t-shirt. Quand on a autopsié, voilà, vous connaissez l'histoire, quand on a autopsié notre défaite, on a compris qu'il y a des villages où on n'a eu que 8 voix qui correspondaient exactement au nombre de t-shirts qu'on avait donné dans le village. Vous voyez les valeurs sur lesquelles notre peuple décide. Des gens peuvent disparaître pendant 5 ans après l'élection, réapparaître 2 semaines avant l'élection avec des conteneurs de paille, des motos, et puis bon, ils se font réélire sur cette base-là. Donc il faut travailler à former un citoyen nouveau capable de comprendre les enjeux démocratiques. Si je n'avais pas contribué à former des gens en Tiasalé, qui aujourd'hui ont atteint la masse critique, j'aurais perdu les élections municipales à Tiasalé. Avec les moyens qui ont été déployés par le parti au pouvoir dans ma commune, j'aurais systématiquement perdu les élections. Mais il y a une base de citoyens qui sont là, qui sont PDCI, qui sont RADP, qui sont PPRCI, mais qui, lorsqu'il s'agit d'aller voter leur maire ou leur député, ils disent non, 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 ce n'est pas une affaire de parti politique. Nous voulons des gens qui peuvent nous défendre et donc nous votons en conséquence. Voilà ce qui nous a sauvés. Et donc, il faut que nous tous nous mettions dans ce schéma-là et que nous construisons dans nos villages des citoyens nouveaux, capables de contrôler le discours politique, capables de comprendre les enjeux et de contrôler leurs dirigeants. C'est ça qui va nous sauver. Merci Honorable. On ne saurait terminer cette séquence d'interview sans parler de l'affaire Komé Bakary. Où en sommes-nous avec ce dossier que vous suivez de très près? Écoutez, l'affaire Komé Bakary est le symbole de ce qu'on peut appeler l'injustice tolérée. Moi, en tant que journaliste, j'ai fait mon travail. Vous savez, c'est un leader de la société civile au Burkina qui a dit que le journaliste, il n'est pas un gendarme, il n'est pas un militaire, il n'est pas un policier, il n'est pas un juge. Le journaliste élève le lièvre, il appartient à la société et aux dirigeants de l'attraper. Des Ivoiriens ont été expropriés de leurs biens depuis 10 ans, depuis 15 ans. Pendant 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas compris comment ils ont pu perdre leurs biens. Nous sommes venus faire une enquête qui leur a permis aujourd'hui de savoir comment leurs biens ont été expropriés. Tous les éléments sont là. Nous avons produit toutes les preuves. Les victimes, sur cette base-là, ont saisi les tribunaux. Nous attendons que les tribunaux fassent leur travail. Moi-même, en tant que député, mais aussi en tant qu'officier de police judiciaire, parce que je suis maire, j'ai dénoncé au procureur des faits délictuels, infractionnels, contre l'individu en question. Depuis pratiquement le 19 mars. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril. Je n'ai absolument aucune suite de la procédure que j'ai entamée contre un individu qui a utilisé les sceaux de la République à des fins délictuelles. Voilà. Donc c'est l'image qui est là. J'ai entendu dire que la justice ne se rend pas dans l'émotion, mais dans la sérénité. Eh bien, en toute émotion, nous sommes dans l'attente de la sérénité de cette justice-là. Valentin Zawi, question sur ce sujet? Non. Vous passez. Oui. Alors, Gaël Lakpa, dernière question pour terminer rapidement. En tant que député de la Nation, alliez-vous exiger une audition publique de ces personnes impliquées dans l'affaire? Vu que vous avez fait par la voie normale, est-ce que vous pouvez faire plus que ça pour exiger une audition publique? Dans la société de confiance que nous voulons bâtir, les membres du gouvernement seront responsables devant le Parlement.
une telle affaire qui crée une telle émotion dans le peuple de Côte d'Ivoire, où des familles ont tout perdu sur la base de faux documents. Hein. Avec des faux documents, on a pris les forces publiques, la police et la gendarmerie pour aller détruire des biens avec des faux documents. La gendarmerie de Côte d'Ivoire a fait des enquêtes pour dire que les documents qui ont servi à faire ça sont faux. Depuis 2016, l'individu est inculpé pour faux et de faux devant le tribunal d'Abidjan. 2016, nous sommes en 2024. Ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans. 8 ou 9 ans. Ça fait 8 ans, bientôt 9 ans, qu'une famille a été jetée dehors sur la base de faux documents et qu'à ce jour, on n'a pas encore eu une décision pour la rétablir dans ses droits. Dans un tel contexte, une assemblée nationale qui est le référent du peuple ne peut agir autrement qu'en convoquant les acteurs judiciaires, pardon, les acteurs du ministère de la Justice pour les entendre sur ces faits-là, les acteurs du ministère de la Construction pour les entendre sur ces faits-là. Mais évidemment, dans le contexte actuel, politisé, avec une assemblée nationale qui est au service des partis politiques, évidemment, il ne faut pas rêver à cela. Donc, il faut moi-même, à ce niveau-là, j'avais demandé une enquête parlementaire sur la question-là. Parce que je me dis qu'une enquête parlementaire aurait situé mieux. Écoutez, je vous donne un cas et puis j'ai fini dessus. Quand il y a eu la crise de la data, vous vous souvenez, en 2023, nous avions demandé une enquête parlementaire pour que nous comprenions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Quels sont les acteurs? La procédure au niveau de la commission au Parlement a été adoptée. Nous avons voté la résolution pour créer la commission d'enquête parlementaire. Ça devait passer en plénière pour que nous l'adoptions. Ça devait être une loi qu'on la mette dans l'application. Ce texte-là, entre la commission et la plénière, a été retiré. On n'a plus jamais mis en ligne la commission d'enquête parlementaire pour que les Ivoiriens comprennent ce qui se fait. Donc évidemment, dans un tel contexte, le peuple ne peut que se sentir abandonné et perdre confiance. Merci honorable. Nous allons maintenant passer à une autre rubrique qu'on appelle le carton rouge. Vous aurez l'occasion de faire un coup de gueule sur un sujet d'actualité. Voilà, le premier carton rouge et le dernier, bon, pas le dernier, mais l'un des derniers de cette semaine avec Michel Betta. Carton rouge au porte-parole du gouvernement qui, face à la volonté des populations d'exprimer quand même leur ressentiment à la suite du retrait de Tidiane Tine de la liste électorale, il a menacé carrément les acteurs politiques en leur disant que celui qui marche, celui qui exprime son mécontentement par la marche sera sévèrement puni. Moi, je pense que ce n'est pas la méthode. La marche est une expression démocratique. C'est mieux de l'encadrer que de vouloir empêcher tout un chacun de s'exprimer. Parce qu'un peuple qui n'arrive pas à s'exprimer, la colère se manifeste autrement. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. Merci. Gaël Lacroix, carton rouge. Mon carton rouge, c'est contre tous ceux qui essaient d'étouffer le débat, qui essaient d'étouffer la discussion politique, démocratique. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux la violence dans les propos, des menaces et tout ça. C'est contre cela parce que le débat, en réalité, il enrichit la démocratie. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Quand on veut tellement bâillonner le peuple, à un certain moment, on ne peut plus s'en sortir. Et ce qui vient est mauvais en général. Donc, carton rouge contre tous ceux qui sont pour la violence verbale, les menaces et tout. Il faut qu'on nous laisse développer les sujets pour que tous les Ivoiriens puissent saisir la quintessence des sujets que nous abordons afin que chacun puisse se faire une opinion. À vous maintenant, Valentin Zawi. Mon carton rouge rejoint celui de M. Gaël Lacroix, parce qu'effectivement, j'avais prévu m'adresser à tous nos concitoyens, à toutes nos concitoyennes qui appellent à la guerre, qui appellent à la violence. La politique a fait beaucoup de tort à notre pays. Je pense qu'il est temps qu'on mette balle à terre, qu'on essaie de débattre. Dès l'instant où on débat, c'est pour ne pas se battre. Voilà. Donc, vraiment, qu'on arrête de se faire peur mutuellement parce que nul n'a le monopole de la violence. Et il faut vraiment construire la Côte d'Ivoire dans la sérénité et dans la paix. Merci. Bien, chers téléspectateurs, le dernier carton de cette semaine avec l'honorable Astali Timoko Antoine, président de ADCI. Carton rouge. Alors, mon carton rouge, je rejoins celui de Michel Betta. Il est décerné au porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement dit que la Côte d'Ivoire est en train de construire un état de droit.
il faut qu'ils sachent que dans un état de droit, un gouvernement ne menace pas une partie de la population. Le pouvoir émane du peuple. Le pouvoir émane de toutes les populations dans leurs composantes entières. Et le gouvernement qui est mis en place par le chef de l'État, désigné par le peuple, ce gouvernement-là doit respect au peuple lorsqu'il s'adresse à lui. J'appelle le porte-parole du gouvernement à faire preuve de tempérance et à faire preuve de moins de suffisance lorsqu'il s'adresse aux Ivoiriens. C'est leur gouvernement. Si des individus se sentent brimés dans leurs droits, la Constitution définit les conditions dans lesquelles ils doivent manifester. S'ils le font en dehors de la Constitution, c'est au procureur de la République de jouer son rôle. Il n'appartient pas à un membre du gouvernement de menacer les gens en disant « si vous le faites, vous trouverez réponse devant vous, ce n'est pas une menace, c'est un conseil, alors même qu'il s'agit d'une menace ». Bien, nous sommes dessus. maintenant dans la dernière rubrique, le chiffre du jour qui concerne l'actualité d'ici. Le chiffre du jour, c'est 57. Tidjane Thiam, le président du PDC-RDA, a dit en substance, et je cite, « J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête d'un sondage avec un score très positif, dévançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième pour un deuxième tour entre M. Alassane Ouattara et moi-même. Je l'ai remporté avec 57% contre 41% pour Alassane Ouattara. » Fin de citation. Honorable Assalé Timoco-Antoine, quel commentaire faites-vous de ces chiffres-là? Bon, j'ai vu que ce propos de M. Thiam a provoqué beaucoup d'encre et de salive dans la presse et dans la population. Moi, j'estime que c'est normal. C'est un acteur politique qui est candidat à une élection présidentielle et qui se donne les moyens de comprendre l'opinion à un moment donné. Et un sondage est la photographie d'une opinion à un moment précis. C'est son sondage qu'il a réalisé. Il estime qu'il est gagnant de par ce sondage-là. En 2005 et 2010, le président Gbagbo et son régime avaient fait plusieurs sondages qui démontraient qu'ils étaient en avance. Ça n'a posé aucun problème. Et donc, moi, je pense que tous les acteurs politiques qui estiment avoir de la popularité ou qui veulent aller affronter le régime en place peuvent faire des sondages et les publier et la partie à l'opinion d'apprécier. On peut faire un sondage aujourd'hui où vous êtes populaire. Demain, un seul mot que vous sortez de votre bouche peut faire que dans 48 heures, le même sondage va se retrouver dans d'autres dimensions. Et donc, pour moi, il n'y a vraiment pas... C'est le jeu démocratique. Les sondages font partie du système de démocratie. En Europe, c'est pratiquement chaque trimestre que tous les régimes font des sondages. C'est en Côte d'Ivoire qu'on n'est pas habitué à cela et que chaque fois qu'on en fait, ça devient un événement. On se demande bien est-ce que ce sondage est bien fondé parce qu'on n'a pas encore vu la publication. Il a promis de faire la publication. Pourquoi est-ce qu'on va courir pour aller demander s'il est fondé ou pas? Quand il fera la publication, chacun fera sa lecture et appréciera au regard des chiffres qui seront proposés. Bien, Gaël, là quoi? Réaction Moi, je pense qu'il n'y a pas le feu en la demeure. C'est vrai que ça fait débat, mais j'ai l'impression que souvent... les Ivoiriens, on aime souvent se mettre dans des débats qui ne servent à rien. Quelqu'un qui est président d'un parti politique, d'autant plus qu'il est candidat, pourquoi vous ne voulez-vous pas qu'il dise qu'il se sent en train de gagner? Bien, avec 57%. Peu importe le score, parce que moi je pense qu'au RHDP, il y a certains cadres, quand ils s'expriment, ils disent que leur candidat va gagner à plus de 80%, de 90%. Si vous interrogez quelqu'un du PPACI, il vous dira que Laurent Gbagbo... Ce sondage parlant du PPACI n'était pas du goût des militants du PPACI. C'est parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo le sondage ne vient pas de leur camp, aussi simplement. Je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Tidjane Thiam était candidat à la présidentielle, il a émis son idée, une opinion. Il faut prendre, ça galvanise ses troupes. Et puis, ça lui permet, dans cette situation dans laquelle il est là, il sait pourquoi il a dit, c'est pour pouvoir galvaniser ces éléments. Et comme les résultats seront, ces sondages-là seront rendus publics, on pourra voir et puis après, chacun se fera une opinion. Bien, Michel Betta. Moi, je crois que Tidjane Thiam, il a dit qu'il va faire la politique autrement. C'est par les sondages, on voit sa notoriété, on voit son avancement. Donc, il a fait autrement. Peut-être que d'autres ne sont pas tellement habitués. Même au niveau des médias, on nous interdit souvent de publier des sondages. Moi, je sais que si je publiais ce sondage-là, c'est tellement que j'allais être interpellé par l'ANP, parce que pour nous qui avons quand même eu vent de cela avant. Donc, je veux dire que, en fait, c'est une autre manière d'apprécier la politique. Il faut que les Ivoiriens s'y font. Il faut qu'ils sachent que la politique, c'est une manière élégante de parler de soi et de mieux se positionner vis-à-vis de l'opinion.
Donc c'est ce qu'il a fait et je pense que c'est de bonne guerre. Bien, Valentin Zawi, 57% pour un second tour face à Alassane Ouattara, Oui, Tidiane Thiam. deux points très rapidement. Le premier, c'est que M. Tidiane Thiam a tout à fait de parler comme il a fait, mais jusqu'en communication politique, ça donne quand même à redire aussi, parce qu'il est radié, et quand on est démocrate, on est forcément triste de ces décisions-là de justice. Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler à retrouver sa place sur la liste électorale, ou bien c'est de mettre en avant un sondage dont on ignore les tenants aboutissants, plus selon que je suis, pardon. Un sondage, c'est quand même une enquête d'opinion, c'est quel est l'échantillonnage, c'est sur quelle période, quel est le mode de traitement, bref, on n'en sait rien. Donc du coup, en termes de crédit, on peut avoir redit. Ça, c'est le premier point. Le second et le dernier, c'est, je pense à Jazz, parce que dans ce qu'il a fait, il se met devant Laurent Gbagbo, et pour le coup, le président Ouattara, qu'on avait estimé économiste, qui est un fin stratège, ils sont en train de faire le job pour diviser l'opposition. Et ils sont à deux pieds dedans. Et donc, ce qu'on entend, c'est en partie, c'est lié à ça. Voilà. Bien, pour terminer, honorable, quelle lecture vous faites après avoir écouté nos trois consultants sur la question? Ben, ma position est la même. Je considère que c'est le jeu démocratique que chaque acteur. Je vois souvent sur des journaux pro-RHDP que 96% des Ivoiriens demandent la candidature du président Ouattara. Juste que c'est pas un sondage, c'est juste des... Oui, mais c'est un sondage. C'est ce que Ils ont dit, c'est tout. C'est pas des sondages. C'est aussi un sondage. Donc, chaque parti, je pense que chaque parti politique a le droit de faire son sondage. Le PSI peut faire son sondage, le RADP peut faire son sondage. Je sais qu'au RADP, ils font des sondages de façon habituelle, mais ils ne communiquent pas dessus, ils les gardent pour eux. Et donc, plus on va approcher des élections présidentielles, chaque candidat va communiquer sur sa popularité pour pouvoir avoir plus d'électeurs, c'est normal. Est-ce que vous craignez d'un 2010 bis? Il faut espérer qu'on n'arrive pas à cela encore, qu'on n'atteigne pas... Ce pays n'a plus les ressources morales pour vivre encore une crise politique. On a épuisé notre base de données en termes de ressources morales. Est-ce que tout le monde le pense comme ça? On n'a pas le sentiment parfois. Oui, mais justement, ceux qui ne le pensent pas comme ça, leur patriotisme est à remettre en cause. Quand on aime son pays, il faut faire en sorte qu'à aucun moment, il ne bascule. On a eu 3000 morts. Officiel. 3000 morts. 15 ans plus tard, on ne sait pas qui a provoqué ces morts. On n'a condamné personne. On a jugé personne coupable de cela. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on revienne encore avec cette folie-là en 2025. Il faut espérer que plus jamais les Ivoiriens ne revivent un tel cauchemar. Merci à vous, honorable Tiemoko Antoine Assalé. Je rappelle que vous êtes député maire de Tias-Salé et président du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire qui tient un grand rassemblement samedi prochain à Yopougon. Merci d'avoir répondu une à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et ce plateau reste ouvert. Tout à fait, on reviendra. Merci à nos consultants, Valentin Zawi, sociologue, Gaël Akbana, analyste politique et sociologue également, et puis Michel Beta, directeur général du quotidien Le Bélier. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, lundi, à partir de 19h50 sur Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+. Émission à retrouver également sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter, Reflet TV, sur notre site internet www.reflet.tv ou sur le bouquet Free numéro 437, la TV d'Orange également. Retrouvez Reflet TV sur ces différents canaux. Et puis le week-end, un best-of vous est offert désormais de votre émission Entre deux News sur les antennes de Reflet TV samedi et dimanche. Portez-vous bien, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur vous et sur ceux que vous aimez. Bonsoir.